Donc, pour la deuxième journée qui consacre donc la suite de ce colloque, donc le colloque. Donc, nous avons donc l'honneur aujourd'hui d'accueillir des communicants venus de Bisikra pour la première communication. La deuxième sera donnée par des communicants de l'université de Tizi Ouzou. La troisième, donc, de l'université de Béjaïa. Donc, pour cette session, il sera question de mettre, donc, surtout de mettre à l'évidence ou la relation entre l'oralité et l'identité, l'oralité et la résistance. Donc, pour le traitement de cette problématique, de relation entre l'oralité et la résistance et l'identité, donc, nous avons la première communication intitulée « Auteur de la transgression féminine dans le roman algérien contemporain de Hizia de Bnigitoun à Hizia de Meissabey ». La communication sera donnée par Dr Medfi Ourakaya de l'université de Bisikra. À vous la parole. Je vous rappelle que vous avez 15 minutes pour la présentation de votre communication. À vous la parole. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier le président du colloque, M. Fidel Mohamed, ainsi que le comité scientifique qui m'a accordé cette chance d'être parmi vous aujourd'hui pour la première fois. Je viens de Msila, université d'affiliation Mohamed Khedr Bisikra. Donc, sans trop tarder, je passe directement à ma communication intitulée « Autour de la transgression féminine de le roman algérien contemporain de Hizia de Bnigitoun à Hizia de Meissabey ». Introduction. Fortement ancrée dans l'exploration de la condition féminine, et particulièrement celle de la femme, la littérature féminine algérienne a acquis une place de choix dans la scène littéraire maghrébine. Bien consciente de l'inefficacité de la littérature d'hier et la nécessité d'agir face aux défis actuels qui perpétuent l'infériorisation de la femme, les romancières algériennes, à l'instar de Essia Dbar, Melika Moukadam et Meissabey, ont fait de leur plume une voix dénonciatrice des injustices qui entravent souvent la reconnaissance de la valeur des femmes et la revendication des droits qui sont souvent niés au sein de leur propre société. Dans cette ligne d'idées, le roman Hizia, publié en 2015 de Meissabey, est un espace où se lit parfaitement la condition féminine en Algérie. Dans son récit, l'auteur accorde un intérêt particulier à la valorisation de l'héritage oral algérien, ayant survécu aux affres de temps, et cela en puisant dans le mythe de Hizia de Bnigitoun, figure emblématique qui a fait la richesse du patrimoine oral algérien. Ce mythe chanté dans le poème de Bnigitoun sert de toile de fond à une héroïne moderne également nommée Hizia, qui lutte contre les traditions sociales étouffantes afin de tracer un chemin vers son épanouissement. Cependant, confrontée aux nombreux interdits, l'héroïne de Meissabey se trouve souvent réduite au silence, à l'effacement, emportée par un profond sentiment de désenchantement. La romancière dresse ainsi un portrait nuancé d'une héroïne contemporaine partagée entre son angoisse, ses hésitations et son désir profond de vivre pleinement une histoire d'amour à l'image de son idole, idylle mythique Hizia. Le texte de Meissabey est désormais un espace où se déploie le parcours transgressif tracé par son héroïne afin de résister à son effacement. Ces interrogations incessantes sur le sens de son existence, la situation des femmes en Algérie, ainsi que la sincérité de l'amour que Saïd avait pour Hizia. Et cela à travers l'intégration d'une voix intérieure qui hante l'héroïne et l'a conduit à s'interroger sur sa capacité à transgresser ou à se résigner, à se conformer ou à se révolter. C'est dans ce contexte que la présente communication s'attache à montrer comment les éléments de la tradition orale se retrouvent investis dans la littérature écrite de Meissabey, afin de dévoiler la dureté de la condition féminine en Algérie. Ainsi, dans cette intervention inscrite dans le 6e axe de colloque, nous nous tâcherons de répondre aux interrogations suivantes.
En quoi l'évocation de la figure féminine Haizia de Benguitoun à Meissa Bey participe-t-elle à l'élaboration d'une écriture de dévoilement des mots et de remise en cause de la condition féminine en Algérie, dans le roman francophone contemporain? Comment la romancière parvient-elle à cohabiter mythe et réalité dans un espace romanesque contemporain afin d'exprimer l'effacement de son héroïne et d'incarner sa trajectoire transgressive face aux contraintes sociales dévalorisantes de la femme? Et comment la déconstruction du mythe de Haizia de Benguitoun traduit-elle le désenchantement silencieux de Haizia de Meissa Bey? Présentation de la romancière. De son vrai nom, Meissa Ben Namoura, Samia Ben Namour. Meissa Bey est une romancière algérienne d'expression française, née en 1950 à Médéa. Figure majeure de la littérature féminine contemporaine, l'écrivain s'est imposé avec force sur la sphère littéraire algérienne avec une production romanesque se rattachant principalement à l'histoire, l'identité et notamment à la condition féminine en Algérie. Écrivaine engagée, Meissa Bey fait son entrée dans la scène littéraire algérienne dans un contexte historique marqué par une violence sociale absolue qui visait l'extermination de l'élite intellectuelle, penseurs, écrivains et journalistes. Consciente de sa responsabilité d'agir face au mal qui secoue la société algérienne, 30 ans après la libération du jeu colonial, la romancière fait de sa plume une arme de combat contre la violence et de revendication des droits confisqués. Elle déclare dans ce sens, et j'ouvre les guillemets, « Écrire pour ne pas sombrer, écrire aussi et surtout contre la violence du silence, contre le danger de l'oubli et l'indifférence. » Avec une œuvre littéraire aussi riche que diversifiée, composée de romans, nouvelles et pièces de théâtre, Meissa Bey fait de ses textes un espace où l'amour, la violence, l'histoire sont autant des thèmes qui hantent sa production romanesque. Par la mise en scène des héroïnes, souvent marquées par le silence, la perte ou l'effacement, Meissa Bey explore la souffrance intime des femmes algériennes, leurs rêves brisés et leur quête d'émancipation. Elle brosse avec finesse les paradoxes d'une société déchirée entre tradition et modernité, mémoire et oubli. Deuxième élément, présentation du roman. Publié en 2015 aux éditions Balzac, le roman Haizia est un regard porté sur la société algérienne et une méditation sur le statut des femmes dans un contexte social peu réceptif de leur discours. Dans ce roman visité par le magnifique poème Haizia de Benguitoun, Meissa Bey dresse avec une justesse le portrait d'une jeune femme algérienne qui s'interroge sur son être. D'aujourd'hui, Meissa Bey, à l'instar de nombreux romanciers contemporains, a insufflé une singularité scripturaire faisant ainsi de son texte un espace hybride, empreint d'oralité, visité par un mythe ancien, une posture littéraire qui fait penser inévitablement à la notion d'intertextualité chère à Julia Kristeva et qui invite à considérer qu'un texte littéraire n'est jamais une pure création. Il est toujours traversé par des échos, des références et des réécritures des textes antérieurs. Ceci dit, en lisant le roman Haizia, force est de constater un renouveau scripturaire qui consiste à insérer un texte poétique dans le corps d'un texte romanesque contemporain. Ce poème chante l'amour mythique de Haizia et son cousin Saïd, un orphelin recueilli par son oncle après le décès de son père.
Un grand amour naquit secrètement entre les deux jeunes gens, mais qui n'a pas duré longtemps. En effet, Haizia est décédée suite à un mal étrange, un mois après leur mariage. Emporté de chagrin, Saïd demande à Ben Guitoun de lui écrire un poème afin d'éterniser son amour à Haizia. Il erre ensuite de le grand désert de Sidi Khaled, c'est une localité de la ville de Biskra, et meurt solitaire loin de sa tribu. C'est donc sur ce fond mythique que la romancière construit l'univers fictionnel de son récit, à travers la mise en scène d'une jeune fille moderne qui marque un attachement particulier à la figure mythique Haizia, à sa force et résilience qui l'ont poussée à transgresser les règles et les interdits de sa tribu, afin d'épouser son cousin Saïd. L'héroïne s'enivre incessamment de ce poème, rêve de vivre une passion ardente, tout comme son idylle mythique, libérer ses fantasmes et concrétiser ses rêves. En s'appuyant sur ce socle mythique, la romancière mit au jour la condition des femmes en Algérie et lui confère une portée universelle. Elle fait ainsi de ce mythe une référence où se reflètent le déchirement, le silence et les aspirations des femmes d'aujourd'hui, tout en réhabilitant une voix longtemps réduite au silence. Quatrième élément, Haizia, le portrait de la condition féminine en Algérie. À l'instar de nombreuses romancières algériennes, Meissa Bey fit de son roman un espace où se dresse le portrait nuancé et réaliste d'une héroïne moderne à la recherche de son autonomie, inscrivant ainsi son écriture dans la ligne des littératures engagées. La romancière déclare dans ce sens, on ouvre les guillemets, en mettant en scène des figures féminines complexes, souvent confrontées à des choix déchirants, j'interroge les séquelles de patriarcat. Ces femmes, par leur quête d'indépendance et le refus des rôles que la société leur assigne, deviennent des métaphores puissantes d'une identité algérienne en perpétuelle redéfinition. Ainsi, par la mise en scène d'une jeune fille contemporaine qui quête sa voix et son identité face à la marginalisation de sa société, la romancière décrit le conflit permanent entre tradition et modernité, entre les attentes d'une société patriarcale et les espérances d'une femme contemporaine. Le salon de coiffure, inséré dans l'univers fictionnel du récit, dépasse le fait d'être un simple lieu de travail que l'héroïne fréquente au quotidien. Il est plutôt un espace d'une haute charge symbolique. En effet, il constitue un microcosme de l'univers féminin en Algérie. C'est un espace clos qui dévoile la dureté des conditions dans lesquelles évoluent de nombreuses femmes, qui, face à l'incohérence d'une société régie par la loi de patriarcat, développent un désir de transgression des interdits afin de libérer leur voix et d'affirmer ainsi leur existence. À travers les confidences partagées par les femmes qui y fréquentent, associées à la douleur et la désillusion, la romancière met au jour la condition des femmes, souvent partagées entre le désir à la reconnaissance et la persistance des barrières sociales qui limitent leur liberté. Et je cite un passage tiré du roman. « Nous, femmes, sommes venues au monde pour consacrer notre vie tout entière aux autres, obéir, servir, subir, accepter d'être et de faire ce que les autres, en premier lieu, les parents décident pour nous. Et puis, une fois mariés, donner la vie, c'est notre fonction, c'est notre seule raison d'être, c'est notre mission sur Terre. » Pour l'héroïne Haizia, le salon de coiffure est un espace qui lui permet d'assurer sa survie et son autonomie tout en restant consciente de la fragilité de son existence et des limites de sa liberté. Suite aux histoires racontées par les femmes au salon, celles de Nejma, de Sonia, de Leila, Haizia finit par être emportée par un sentiment de désillusion totale. En effet, elle y perçoit dans son enfermement silencieux le sort qui lui a été réservé et que nul diplôme ne pourra le changer. Ceci dit, le roman Haizia peut se lire comme un appel à une prise de conscience collective. Les femmes ont le droit à la liberté et à l'épanouissement total. Un dernier élément. Le monologue intérieur, miroir d'un désenchantement silencieux. Ce qui est également très remarquable dans le roman de Haizia, de Meissa Bey, est bien l'intégration de monologues intérieurs qui permet à la romancière de déconstruire la narration linéaire classique pour embrasser un renouveau scripturaire susceptible de traduire le désenchantement de la femme algérienne d'aujourd'hui et répondre aux attentes du public contemporain.
défini par l'écrivain français Édouard de Dujardin comme étant un discours par lequel le personnage exprime sa pensée la plus intime, la plus proche de l'inconscient. Le monologue intérieur inséré dans le roman de Haizia permet à la romancière de plonger son lecteur dans les profondeurs des pensées de son héroïne, en donnant voix à ses émotions, ses doutes et un désir de transgression tant enfui. Ceci dit, en lisant le roman Haizia, on ne peut pas détourner le regard devant cette alternance entre deux voix, deux graphies, tout au long du récit. Dans le premier texte, la romancière accorde la voix de la narration à une jeune fille contemporaine qui raconte son quotidien marqué par un enfermement total, un milieu familial étouffant et un salon de coiffure où elle est souvent à l'écoute des confidences des femmes qui nourrissent davantage son désenchantement et son désir de transgression. Dans le deuxième texte transcrit en italique, la romancière accorde la parole à une autre voix qui hante l'héroïne et la pousse à poser multiples questions sur son sens d'existence dans une société faite de paradoxes et d'incohérences. À travers ce discours intérieur, Haizia se dévoile avec sincérité. Ses réflexions fragmentées et souvent confuses traduisent le déchirement de son identité et son désir à lui conférer un sens dans un environnement social où toute revendication est reléguée à la négation. Cette posture scripturaire adoptée par la romancière dévoile la tension entre mémoire de passé et conscience de présent. Loin d'être un simple outil stylistique, le monologue intérieur devient une forme de résistance et un espace de transgression face au silence imposé aux femmes. Et il permet également à l'auteur de restituer l'expérience intérieure d'une femme en rupture avec les normes, tout en inscrivant son discours dans une démarche de libération, tant sur le plan littéraire qu'identitaire. Conclusion. En guise de conclusion, nous pouvons confirmer que Haizia de Meissabei ne peut pas être réduite à une simple histoire qui raconte le quotidien banal d'une héroïne moderne. Il est plutôt le miroir qui reflète parfaitement le déchirement de la femme contemporaine dans son entourage. En s'appuyant sur un socle mythique, Meissabei dévoile de nombreuses problématiques relatives à la condition féminine en Algérie, en l'occurrence l'amour, le mariage et l'émancipation. La cohabitation de deux textes, mythes et récits fictionnels, traduit parfaitement l'ancrage de l'écrivaine dans le patrimoine oral algérien et révèle son attachement à sa langue et à sa culture d'origine, lui permettant de créer un texte hybride et original. Faisant de la femme le vecteur principal de la narration, Meissabei lance un appel en faveur de l'émancipation de la femme, remplissant ainsi son devoir d'une écrivaine engagée. En effet, et je termine par une petite citation, de Laura Frixas qui dit que les hommes écrivent sur les femmes à l'image de ce qu'ils ont connu et vécu. Il y a toute une partie de notre existence, de notre expérience qui n'est pas écrite. Elle commence à être représentée depuis que les femmes écrivent et c'est beaucoup plus enrichissant. Merci de votre attention. Donc, je reviens, donc nous remercions Docteur Lotfi Roukaya pour cette présentation donc, qui met justement en évidence la transgression féminine, et surtout l'oralité transgressive dans la littérature algérienne et particulièrement féminine, donc surtout de la production littéraire de Meissabei et de Benguitoun. Donc sans tarder, je passe la parole au professeur Lasseb Arafer de l'université de Tizi Ouzou. Donc on aura donc une communication de sa part donc intitulée l'oralité de la légende féminine comme mécanisme de résistance face à l'hégémonie coloniale en Irlande et en Algérie. Kathleen Ni Oliehan et Lalla Fadman Soumer comme étude de cas. Donc, à vous la parole, professeur Lasseb Arafer. Donc, je vous rappelle, vous avez 15 minutes pour la présentation de votre communication. À vous la parole. Merci beaucoup, docteur Ben Nasser. Avant de commencer, je voudrais présenter mes remerciements à tous les
tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation de ce colloque. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de présenter cette communication et de visiter l'université de Béjaïa et d'être parmi vous, et content aussi de rencontrer le professeur Léo Chouch, qui est aussi que j'ai connu au département d'anglais aussi de Tizi. Avant de commencer, je voudrais aussi vous présenter les excuses de Dr Kasdi Radia qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc sans trop tarder, et vu qu'on est tenu par le temps, je passe à la présentation de la communication, comme vous l'avez si bien indiqué, intitulée « L'oralité de la légende féminine comme mécanisme de résistance face à l'hégémonie coloniale en Irlande et en Algérie », Kathleen Houlihan et Lalla Fadman Soumer. Cette communication est répartie, divisée en 3 parties. D'abord, donc après l'introduction, il y aura un cadre théorique et symbolique pour déterminer l'approche adoptée. Une présentation très brève des textes, Kathleen Houlihan et Lalla Fadman Soumer, et en 3e partie, l'oralité comme espace de résistance et les héritages croisés, et on va essayer de justifier les parallèles entre l'Irlande du début du XXe siècle et l'Algérie du début des années 60. Alors, cette communication propose une lecture comparée de 2 figures féminines issues de la légende orale et réinvestées dans la littérature moderne. Kathleen Houlihan, telle qu'elle apparaît dans la pièce éponyme de William Butler Yeats, 1902. Elle est aussi coécrite, cette pièce, avec Lady Augusta Gregory et Lalla Fadman Soumer, une héroïne kabyle actualisée dans la littérature algérienne contemporaine, et comme c'est inspiré du poème de Rachid Mzian de 1965. Donc ces 2 figures, ancrées dans la mémoire collective de leurs peuples respectifs, incarnent une même fonction symbolique, celle de la légende féminine porteuse de paroles, de mémoire et de résistance. En Irlande comme en Algérie, la domination coloniale a cherché à effacer les langues, les croyances et les traditions orales considérées comme archaïques. Mais c'est précisément dans l'oralité, les contes, les chants, les proverbes, la poésie épique que s'est maintenue la continuité d'une conscience identitaire. Ces formes de transmission, souvent portées par les femmes, ont permis de préserver un imaginaire collectif face à la colonisation et à la centralisation post-indépendance en Algérie. Donc, notre point de vue est que l'oralité féminine, loin d'être un simple vestige du passé, constitue un espace de résistance symbolique et une source de renaissance identitaire. En réinvestissant ces voix dans la littérature moderne, Yeats et Mzian ont chacun réactualisé une mémoire enfouie, révélant la puissance politique et spirituelle du mythe pour le cas de Kathleen Houlihan et de la légende pour le cas de Lalla Fadman Soumer. Donc cette étude adopte une approche comparée et interdisciplinaire. Donc les textes et les contextes, et aussi elle est interdisciplinaire parce qu'elle fait appel aussi à d'autres, elle croise la critique postcoloniale et les théories de l'oralité, avec surtout Zumthor, Walter Hank et Jack Goody. Donc l'objectif est de démontrer comment, à travers 2 contextes géographiques et historiques distincts, se déploie une même dynamique, celle d'une oralité reconfigurée par la modernité littéraire et servant de passerelle entre la mémoire collective et l'écriture nationale. Voilà. L'oralité n'est pas simplement un mode de communication, mais une structure de pensée et de mémoire. Dans
Orality and Literacy, 1982, Walter G. Ong souligne que les sociétés orales reposent sur la mémoire partagée et la performance verbale, où la parole devient un living act. Donc, de son côté, Jack Goody insiste sur la fonction sociale de la parole, qui assure la transmission des valeurs et de la cohésion communautaire. Donc, l'oralité est définie chez Zumthor comme un espace mouvant de la voix où la parole n'existe que dans l'instant de sa profération et dans la présence de l'auditoire. Et je devrais rappeler que Kathleen Olian est une pièce théâtrale et l'autre était, c'est à la base d'inspiration d'un poème qui a été aussi réadapté. Il y a la théâtralité radiophonique dans la chaîne 2 des débuts des années 60. Donc ces approches mettent en évidence un lien entre oralité, mémoire et collectivité. La parole n'est pas un simple véhicule d'information, mais un acte social souvent ritualisé qui inscrit le sujet dans la continuité de la communauté. Dans les cultures colonisées, où l'écrit est associé à la langue du colonisateur, l'oralité devient un refuge, un espace de résistance où se maintiennent les récits fondateurs et les valeurs ancestrales. Le rôle des femmes dans la transmission orale, donc dans de nombreuses sociétés, la voix féminine a occupé une place centrale dans la préservation de l'oralité, qu'il s'agisse des conteuses irlandaises, les Sinchai, ou des contes kabyles, les femmes ont assuré la survie de la langue et de la mémoire à travers la narration, le chant et la poésie. Comme le rappelle Ruth Finnegan dans Oral Literature in Africa, les récits transmis par les femmes shape and sustain the collective imagination. Donc, ils définissent et maintiennent l'imaginaire collectif. Donc cette parole féminine n'est pas neutre, elle porte la mémoire des luttes, des deuils et des espoirs. Elle se situe dans une tension entre intimité et politique, entre la sphère domestique et l'espace public. Dans les sociétés colonisées, les femmes deviennent ainsi les gardiennes d'une mémoire subalterne. Et ce que je devrais aussi rappeler, c'est que cette communication nous parle de la légende féminine, mais aussi inspirée de contes racontés aussi par les femmes. Alors, d'une mémoire, voilà. Donc cette parole féminine n'est pas neutre, elle porte les mémoires des luttes, des deuils et des espoirs. Donc dans le contexte colonial maintenant, l'oralité comme résistance culturelle. Dans le contexte postcolonial, l'oralité n'est pas seulement un vestige, elle devient une arme symbolique. Pour Frantz Fanon. Dans Les damnés de la terre, il montre comment la culture populaire décolonisée fonctionne comme un contre-discours face à la domination. Et c'est aussi le cas chez Bhabha. Ainsi, on peut dire que dans l'Irlande coloniale comme dans l'Algérie kabyle, la réactualisation de la légende féminine peut être considérée comme un acte de résistance symbolique. Donc, elle porte la mémoire d'une langue interdite, d'une histoire refoulée et devient le vecteur d'une réappropriation identitaire. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les deux textes. Maintenant, les contextes, comparaison des contextes historiques. L'Irlande du début du XXe siècle, jusqu'à l'insurrection de Pâques de 1916 et juste avant l'indépendance au début des années 20, l'Irlande vit un moment de crise identitaire profonde. L'occupation britannique a non seulement fragmenté le territoire, mais aussi affaibli la langue gaélique, marginalisée au profit de l'anglais. C'est dans ce contexte qu'émerge le Celtic Revival, une renaissance celte, aussi appelée Celtic Twilight et Irish Revival. Donc c'est un mouvement culturel et identitaire cherchant à raviver les mythes, les symboles, la légende et la spiritualité du passé précolonial irlandais. Donc William Butler Yeats,
l'auteur de cette pièce, qui est poète, nationaliste et dramaturge, a joué un rôle central et il est après l'indépendance de l'Irlande, il est devenu homme politique et sénateur. Et c'est le premier prix Nobel irlandais. Donc en 1902, Yeats et Lady Augusta Gregory coécrivent Kathleen ni Houlihan. Cette pièce maintenant, c'est une courte pièce allégorique qui met en scène une vieille mendiante irlandaise qui visite une famille paysanne qui prépare le mariage de leur fils à la veille de la rébellion de 1798. Donc c'est le contexte bellique de guerre et de résistance armée face à la fameuse bataille de 1798 qui a définitivement annexé l'Irlande à la Grande-Bretagne, et c'était un carnage et un massacre pour les Irlandais. Donc c'est ça le setting de la pièce. Donc peu à peu, cette vieille femme se transforme en jeune reine. C'est la personnification de l'Irlande asservie. Son discours enflamme le jeune Michael Gillan, qui abandonne sa famille pour rejoindre la lutte contre l'occupant britannique. Donc l'image de Kathleen ni Houlihan s'enracine dans le folklore gaélique. Donc c'est celle d'une femme errante dont la jeunesse et la beauté ne peuvent être restaurées que par le sang des patriotes. Donc, et par là, Yeats la transforme en figure nationale. Donc c'est la patrie personnifiée, à la fois maternelle et sacrée, et qui appelle au sacrifice. Maintenant, cette oralité dramatique, donc la puissance de Kathleen ni Houlihan, n'est pas dans la complexité de son intrigue. C'est une pièce théâtrale qu'on peut lire en une trentaine de minutes. Elle n'a pas d'intrigue complexe, mais plutôt dans la voix de la protagoniste. Donc et ça, la voix et la beauté et le côté poétique du texte est très important dans l'oralité. Donc, dès son entrée, la vieille mendiante parle en énigme, en métaphore et en chant. Donc, sa parole, à la fois poétique et prophétique, relève d'une oralité performative. Elle agit sur le jeune Michael, qui au début n'était pas convaincu, mais à la fin, il a fini par être persuadé par la vieille mendiante qui, à la fin de la pièce, se transforme en très belle jeune reine. Donc Yeats lui-même disait que la pièce devait enchanter l'âme de celui qui l'écoute et l'envoûter. Donc c'était délibérément écrit dans ce langage poétique. Donc cette stratégie s'inscrit dans la vision symboliste de Yeats, pour qui la scène est un lieu de transformation spirituelle. Donc la voix féminine porteuse du mythe fait surgir la mémoire gaélique dans le contexte colonial. Donc ce processus rappelle the revoicing of the subaltern pour parler de Spivak et du subalterne. Alors, la femme, ici, elle est symbole de nation. C'est la femme nation, et qui appelle au sacrifice. Donc la métamorphose à la fin de la mendiante à la jeune reine symbolise une régénération de l'Irlande par le sacrifice. Donc dans le dernier acte, la famille entend de la musique au très loin, donc, et le jeune homme qui, à la veille de ses noces, part en guerre. Et par là, on fait la transition maintenant à Lalla Fadman Soumer, le mythe aussi d'une femme leader. Et merci beaucoup, c'est gentil. Allez.
it's natural. Alors je me suis réveillé très tôt et je suis venu comme ça, il faisait 11 degrés à Tizi. Pas Tizi, les hauteurs. Dur, exact. Voilà, merci. Voilà, maintenant, Lalla Fadman Soumer comme chef militaire dans l'oralité kabyle, comme elle a la parallèle et on peut la retrouver avec la Kabylie. Donc Lalla Fadman Soumer, c'est une chef militaire kabyle et ont mené la résistance contre l'armée coloniale lors de l'insurrection aussi de toute la région de Kabylie, de Cheikh Haddad et de la fin des années 1850, en 1857. Maintenant, tous les récits et les exploits de cette chef militaire qui est entrée grâce à l'oralité dans le cadre de la légende. Donc c'est la même mutation avec Kathleen Ni Houlihan. Maintenant, l'utilisation du gaélique et le kabyle surtout, c'est à peu près, on peut dire, la même hégémonie coloniale. Donc le français et l'arabe standard post-indépendance et l'anglais par rapport au gaélique. Donc c'est après l'indépendance de l'Algérie, donc cette figure a été réinvestie dans la littérature. Donc dans cette œuvre, Lalla Fadman Soumer reconstitue sa mémoire à travers une narration polyphonique où la parole populaire se mêle à la réflexion politique. Donc cette réécriture place la voix féminine au centre de la mémoire nationale et contre le double effacement du colonialisme et de la centralisation linguistique post-indépendance. Donc la culture kabyle a toujours accordé une place essentielle à l'oralité. Donc le conte Tamashahouts, le chant et la poésie improvisée ont servi de support à la mémoire historique. Et c'est bien Mouloud Memri qui le dit et qui a travaillé sur ça. Donc la parole est le lieu du lien. C'est ce qu'il dit. Elle unit les vivants et les morts, les femmes et les hommes, la montagne et le monde. Donc les femmes en particulier ont été les dépositaires de cette mémoire. Donc leur chant de deuil, leur lamentation et leur récit ont conservé les traces des guerres et 2 minutes. Donc, je conclue. Alors, en mettant en parallèle Kathleen Ni Houlihan et Lalla Fadman Soumer, cette étude a cherché à montrer comment l'oralité féminine, loin d'être un simple vestige folklorique, fonctionne comme un principe actif de résistance et de transmission identitaire. Dans les deux contextes, la parole des femmes a permis de sauvegarder la mémoire collective face à la domination coloniale. En réinvestissant ces voix dans la littérature, Yeats et Rachid Mzian ne se contentent pas d'exalter la nation, ils redéfinissent la place du mythe et dans l'oralité dans la modernité. Donc cette revalorisation de la parole féminine ouvre une réflexion plus large sur les formes de mémoire dans les sociétés postcoloniales. Donc l'oralité, par sa plasticité, permet de traverser le temps sans perdre sa vitalité. Donc ainsi, Kathleen Ni Houlihan et Lalla Fadman Soumer se répondent à travers les siècles et les continents. Elle rappelle que la voix des femmes, longtemps marginalisée, parfois sacrifiée, demeure la matrice la plus profonde de la mémoire des peuples. En raisonnant à travers les langues et les époques, elle affirme la puissance universelle de l'oralité comme langage de résistance et de la renaissance identitaire. Merci et désolé pour... Merci.
Rebonjour. Donc, à l'occasion, donc, nous remercions le professeur Lasseb Rafiq pour cette communication. Surtout, elle met en évidence en disant que l'oralité n'a pas de frontières. L'oralité n'a pas d'identité. Donc, elle peut toucher toutes les sociétés du monde, y compris les sociétés que nous considérons, entre guillemets, civilisées, développées, comme les pays européens. Mais l'oralité, elle est l'ancrage des sociétés à l'échelle mondiale. Donc, une troisième chance pour cette session. Une troisième chance pour cette fois-ci pour écouter donc, la communication de Dr Boukarchi Lamia et Dr Ould Bin Ali Naïma à propos de la communication intitulée « Chanson et oralité, l'œuvre d'Idir comme vecteur de préservation et de transmission de la culture amazigh ». Bien sûr, la préservation ici et la transmission considérée comme une forme de résistance, une forme d'identité, d'expression identitaire. Donc, sans tarder, je vous passe la parole. Vous avez donc 15 minutes pour la présentation de votre communication. À vous la parole, chers collègues. Merci, Monsieur Ben Nasser. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de faire partie de ce colloque intitulé Culture, oralité et écriture, l'Algérie à travers ses langues et ses textes. Alors, qui réunit toutes les disciplines autour de la thématique de la culture, de l'oralité, de l'écriture. Je remercie infiniment M. Haddad Mohand pour cette occasion de traiter cette thématique, et chacun dans son optique, dans sa vision et dans sa spécialité. Notre communication va dans la continuité des travaux déjà élaborés sur l'œuvre d'Idir, à savoir l'article intitulé La chanson d'Idir entre préservation et diffusion de la culture amazigh, et un autre article qui a traité des thématiques, c'est-à-dire qui est intitulé L'œuvre d'Idir, approche thématique et lexico-sémantique. Donc excusez-moi, je commence à paniquer. Alors, donc pour cette communication, nous nous focalisons sur deux aspects principalement. Un aspect lexico-sémantique dans lequel on va travailler l'étude, plutôt l'œuvre d'Idir, le vocabulaire utilisé dans ses chansons pour transmettre sa culture et ses valeurs. Ensuite, pragmatique, une analyse des stratégies communicatives et discursives visant à convaincre, à persuader et à toucher le public. Et une étude sociolinguistique dans laquelle nous avons fait une étude de terrain sur les représentations des Algériens, sur l'œuvre d'Idir. Donc, ces deux aspects, comme je viens de le dire, un aspect linguistique dans lequel on va travailler sur les mots utilisés, qui relèvent du fond de la culture amazigh, et des stratégies communicatives par lesquelles Idir réussit à convaincre, à attirer un public large, d'ailleurs mondialement parlant, et une étude sur les représentations, comme je viens de le souligner tout à l'heure. Donc on a travaillé à travers un questionnaire et qu'on a distribué à un large public, et vous allez voir tout à l'heure quels sont les résultats que nous avons obtenus. Donc cette communication, l'intérêt de cette communication est de mettre en évidence la singularité d'Idir par rapport aux autres chanteurs, de montrer que sa chanson dépasse la simple distraction. Donc c'est un outil de préservation, de transmission et de diffusion de la culture berbère, de souligner la portée universelle de son œuvre, de la famille kabyle à la communauté algérienne et au monde entier.
nos questionnements, donc 3 questions principales nous ont interpellés. Comment le choix thématique et lexical des dires contribue-t-il à la sauvegarde et à la transmission de la culture berbère? Quelle stratégie discursive, communicative Idir met-il en œuvre dans ses chansons? Et Idir peut-il être considéré comme un véritable ambassadeur de la culture berbère? Nous démarrons d'un constat de départ que la renommée internationale d'Idir témoigne de son savoir-faire artistique et de son pouvoir de transmission culturelle et interculturelle. Ces chansons se distinguent par des stratégies discursives visant à convaincre, à émouvoir et à impacter le public. Notre corpus d'études, donc, nous avons travaillé sur des extraits de chansons d'Idir que nous avons analysés sur les plans lexico-sémantiques et pragmatiques, à savoir Aveveinouva, Sendo, Pourquoi cette pluie, Adrarino, Tergith, Izoumal, Bhalit Meddith, et ainsi de suite. Donc plusieurs chansons. Pour notre enquête de terrain, à savoir le questionnaire qui comporte 10 questions principales diffusées via les réseaux sociaux auprès d'un large public et par courriel aux enseignants universitaires de français et de tamazight. L'échantillon de l'enquête, donc nous avons recueilli 72 réponses d'un public diversifié, enseignants universitaires et doctorants, enseignants et cadres des 3 paliers de l'éducation nationale, chefs d'entreprise, des femmes au foyer et un écrivain, un seul écrivain. Donc, Idir, sans trop tarder sur sa naissance, sur qu'il est de Tizi Ouzou et tout ça, il est considéré, donc, vu par les chercheurs. Comment il est vu par les chercheurs? Donc, c'est un chanteur algérien le plus universel, selon Farhani, comme l'a souligné Farhani, un acteur majeur du renouveau de la chanson engagée des années 90, selon Tabti et Kouidri. Il a chanté la terre et le terroir, a collaboré avec des artistes internationaux, Patrick Bruel, Charles Aznavour, Maxime Le Ferrostier, ainsi de suite. Ces chansons ont été reprises et traduites dans plusieurs langues, favorisant un échange culturel et générationnel. Donc l'art d'Idir entre message et culture. Idir utilise son intelligence artistique pour divertir, tout en faisant passer des messages implicites ou explicites ou implicites. Il emploie un vocabulaire riche et expressif, comme on a dit tout à l'heure, qui relève déjà de la culture amazigh, puisé au cœur de la langue amazigh pour atteindre ses objectifs. Donc je reprends cette citation de Breno. Idir a fait de son œuvre musicale un vecteur de diversité. La chanson et la langue, finalement, étant indissociables de la culture, Idir chante tout simplement sa culture. L'œuvre d'Idir est un vecteur de préservation et de transmission de la culture amère. C'est ce qu'on va essayer de démontrer tout à l'heure. Nous reprenons cette citation de Tabti. Tout chanteur peut être un porte-voix, quelqu'un qui désigne, démontre, ordonne, refuse, interpelle, supplie, insulte, persuade et insinue. Les thématiques les plus traitées dans l'œuvre d'Idir, donc il a largement chanté la culture berbère, les traditions, à travers Aveveinouva, Sendou, Azouaou, Soumendila, Warar et tout ça. Ces chansons abordent diverses thématiques humaines et sociales, la misère, la mer, le foyer, l'enfance, Shfiram Zunderle par exemple, la fraternité, la nostalgie et la séparation, Agriv, Avharit Meddith. Il a su interpréter les contes traditionnels, donc Timouchouha, à travers ses chansons et mélodies, notamment Aveveinouva, que nous connaissons tous, et Temeshaout Tskout aussi. Les thématiques principales seront développées donc dans la suite de notre communication par ma collègue et amie Lamia, qui va commencer d'abord par l'analyse de quelques thématiques. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Alors nous débuterons par quelques thématiques retrouvées dans l'œuvre d'Idir, à savoir le conte. Donc Idir a chanté le conte. La chanson Aveveinouva est l'une des plus célèbres. C'est une chanson qui est connue mondialement, bien évidemment. Al-Sqi Saïd lui attribue le statut d'hymne. Voyons l'extrait de la chanson. Donc nous avons utilisé la graphie de Mouloud Mamri pour la transcription.
Donc c'est une chanson extraite d'un conte ancien qui représente bien l'ancien quotidien de la famille kabyle. C'est une mise en œuvre du rôle et de la place des membres de la famille kabyle. Le fils qui pense à la survie de sa famille, la belle-fille qui participe à la survie en écoutant sa belle-mère pour la relève. C'est de Firouz Tas Selaiti Jbadi. Donc aussi la grand-mère qui garde les enfants, leur raconte des histoires pour les distraire et les éduquer à travers. Quand il dit donc là c'est vraiment typique, c'est la famille kabyle, l'ancienne génération bien évidemment. Là ça commence à changer. Donc voyons l'extrait de Mashahouth Tskourth qui raconte un vieux conte de la perdrix avec l'aigle et ses enfants. Donc c'est un conte véhiculant une moralité, tout comme la fable de La Fontaine. Il lui dit donc les deux vers-là invoquent la ruse et l'intelligence que le père éduque à ses enfants pour les préparer à la vie et ses contraintes bien évidemment. Donc sachant que parler ne consiste pas à poser des étiquettes sur les significations préexistantes, mais à exprimer une contrainte, une vision du monde. Donc la touche moderne dans les chansons d'Edir, c'est bel et bien la musicalité et les instruments de musique modernes. Edir a chanté l'identité, comme tout chanteur engagé. Donc dans la chanson Sindou et Edrarinu, voyons l'extrait. Ce sont des mots de la langue amazigh qui rappellent les pratiques typiques du foyer kabyle. Donc l'artiste a souvent évoqué la paix et l'espoir dans ses chansons. Dans le titre Tergith, il interprète le rêve et en même temps l'espoir d'un monde meilleur. Sinon aussi Thefeth, la lumière, ce qui inspire l'espoir, soigne les douleurs et touche les âmes. Donc voyons l'extrait. Donc ici, ensemble, Edir a traité des thématiques sensibles touchant à la société algérienne en général et la société kabyle en particulier. Il a chanté la femme, la liberté d'expression. Donc faute de temps, on va se contenter de ces 3 thématiques. Donc Edir n'est pas un simple motrib, comme le qualifie Talbiq Widri. Il a un savoir-faire, une finalité du dire. Il ne chante pas uniquement pour divertir, mais pour faire passer aussi des messages. Donc son savoir-faire dans ses chansons sont considérés comme étant un voyage dans l'époque ancienne. Il rappelle la famille kabyle, le vécu de la famille kabyle quand on dit certains de nos enquêtés, ou bien quand ils chantent le feu du Kenoun par exemple, ou bien dans le Thimushuha, dans la chanson Avevei Nouva avec la mélodie et la rime splendide. Donc la chanson d'Edir contribue réellement, on peut dire qu'elle contribue réellement à la transmission de la culture kabyle et amazigh, donc, en illustrant par la citation de Philippe Blanchet, qui dit que la langue est indissociable de la culture, car elles sont les 2 facettes d'une même médaille. Donc chanter la langue kabyle, c'est chanter aussi sa culture. Hein. Nous évoquerons ici quelques stratégies communicatives que l'on retrouve dans l'œuvre d'Edir, à savoir la stratégie de l'éthos. Donc pour se faire écouter, Edir déploie des moyens et des stratégies bien particulières. Nous avons donc la stratégie de l'éthos est une technique argumentative qui repose sur l'image de soi construite dans le discours. Celle-ci suppose une dichotomie entre l'éthos montré et la personne de l'orateur. C'est une citation de Bonnet. Donc l'artiste s'implique, on voit vraiment comment l'artiste s'implique dans ses textes. Donc nous retrouvons des traces de représentatives de la présence et de l'implication de l'appartenance culturelle et identitaire de Edir dans ses chants. Dans le titre Adrarinu, qui justifie clairement sa présence et son implication quand il dit « inu » est un pronom possessif amazigh qui signifie « le mien » en français. Donc toujours dans la même chanson, Edir est présent quand il exprime ses sentiments, qui veut dire « je t'aime, ma montagne ». Le verbe est aussi employé au présent de l'indicatif, c'est un déictique aussi. Donc, Edir exprime sa douleur dans la chanson « Pourquoi cette pluie ?» quand il dit « J'ai froid, mon pays, j'ai froid ». Il s'inquiète et s'adresse à son pays au sujet des inondations de Bab el-Oued.
Donc sa présence aussi est éminente à travers l'emploi du déictique je et du verbe avoir au présent de l'indicatif. Un mot de Ma'mar ajoute le malaise individuel que l'artiste exprime n'est autre que l'interprétation d'un malaise collectif. Donc c'est une implication qui se manifeste dans l'emploi de nous, qui comprend je plus autre, en disant nos blessures, nos francs, nos maisons, etc. Donc les extraits ci-dessous le justifient bien. On a traduit les extraits que je vais me révolter. Nous continuons de chercher nos origines. Nous donnons le tour à la paix. Alors notre poète donne une image de soi dans la majorité de ses chansons à travers les thèmes qu'il développe et se réfère toujours à sa culture par la langue et le choix des mots ancestraux. Voyons les échantillons représentatifs. Donc il emploie le mot abarnos ou avarnos, burnous en français. Donc nous retenons deux acceptions de ce vêtement qui est habillement grand manteau de laine à capuchon d'origine berbère, porté dans les pays du Maghreb. Selon Ibn Khaldoun, cité par Amin Zawi, le burnous est sans doute le plus ancien costume traditionnel en Afrique du Nord avec le couscous, le marqueur identitaire des Amaziren. Donc il dit la contrée des Berbères débute là où les hommes portent le burnous et s'arrête là où les gens ne mangent pas du couscous. Donc le burnous, en plus d'être... voilà, le burnous est un vêtement appelé burnous ibidi en société kabyle, qui insinue la virilité, l'honneur, la fierté et l'appartenance berbère. Il est appelé aussi A'laou en Chaoui, ibidi chez les Mouzabites et Abmouh chez les Touareg. On retrouve aussi le mot azta, qui veut dire tissage en français. C'est le métier principal de la femme kabyle. Idir s'assume clairement dans ses textes et démontre son appartenance à sa société. Il puise beaucoup de mots et expressions de la culture ancestrale berbère pour se rapprocher et impacter les siens. Ce qui fait sa particularité est le choix minutieux et rigoureux des moyens linguistiques les plus révélateurs et plus expressifs. Nous avons aussi relevé la stratégie de persuasion et de captation. Amossi ajoute la nécessité de s'adapter à l'auditoire ou l'importance octroyée à la prise en compte des opinions de l'autre est une condition sine qua non de l'efficacité discursive. L'une des conséquences principales qui en découle est la centralité dans tout discours à visée persuasive de la doxa ou opinion commune. Idir se focalise dans ses choix sur des sujets touchant les siens et touchant ceux qui l'écoutent, puisqu'ils émanent d'une réalité existante. Donc il a le souci de préserver sa culture. Nous enregistrons dans ce sens plusieurs chansons qui rappellent et transmettent les traditions et les coutumes aux générations futures. Donc faute de temps, je devrais faire très vite. Donc le refrain Nif Erichen, l'honneur qui nous préoccupe. Et que les temps nous ont trahis. Donc là, l'implication directe de l'auteur, il dit ces mots reflètent le caractère du kabyle algérien et la nif. Donc les chansons d'Idir sont porteuses de moralité, de rappel des valeurs pour impliquer et convaincre l'autre à travers des recommandations. À ce sujet, la chanson Tamashahut Ntsikourt est la plus caractéristique. Donc là, brièvement, faute de temps, on va revenir sur quelques réponses de nos enquêtés. Certains trouvent que la chanson d'Idir représente l'identité, la langue, la culture, la tradition. Donc tout simplement, donc nous avons aussi quelques témoignages concernant la chanson Avevei Nouva. Un de nos enquêtés répond ça me rappelle mon enfance, l'ambiance de l'époque, le récit qu'on nous racontait. Donc aussi le feu du Kanoun, c'est une ambiance qui interpelle les auditeurs ou bien ceux qui écoutent Idir. Donc un autre enquêté ajoute, à travers ces chansons, on voyage à travers les épisodes de la culture berbère, on sent chaque instant, ça me rappelle l'attachement à la terre de nos aïeux.
Donc Idir, comme on a dit tout à l'heure, a chanté la femme, l'épouse, la mère, etc. Faute de temps, on n'a pas développé cette thématique comme on aimait bien le faire. Donc là, concernant la chanson Sendo, on a aimé citer ses réponses. Là, il dit, ça me rappelle ma mère quand elle bat du lait dans la calebasse et je sens à chaque fois le goût du petit lait. Vous voyez l'importance de l'impact de cette chanson sur nos auditeurs ou bien nos enquêtés. L'autre, il dit, elle me rappelle quelques séquences de mon enfance. En écoutant Sendo, je vois encore ma chère maman, en train de battre du lait caillé. Je vois encore cette calebasse entre ses mains qui se balance au rythme de quelques chants. Là, c'est un diagramme qui justifie que transmet la chanson d'Idir. Donc tout ceci témoigne de la magie que l'artiste a dans sa poésie et sa mélodie et prouve son savoir-faire. La chanson d'Idir en Algérie occupe une place particulière par des thématiques qu'elle véhicule et par la splendeur de sa musicalité et la douce voix du chanteur. Donc le chanteur a pu capter l'attention de ceux qui l'écoutent à travers la coexistence de plusieurs cultures, à travers les thématiques bien évidemment. Voilà. Là on passe à la conclusion. La présente étude nous a permis de revenir sur quelques thématiques donc traitées et de s'attarder sur deux stratégies discursives. Donc là, on en déduit que Idir a chanté pour divertir, mais aussi pour instruire, éduquer, persuader, défendre et surtout pour exister et faire exister. La sobriété de sa chanson, sa clarté, la profondeur de ses paroles, la douceur de sa voix et de sa mélodie font de l'œuvre d'Idir une œuvre d'art unique en son genre, et en l'occurrence, on fait sa promotion. Donc il est démarqué par les thèmes sensibles touchant à toutes les catégories de la société et tranches d'âge. Il a veillé par l'oralité à la préservation de son patrimoine culturel et au-delà des frontières, il a été écouté, chanté et donc il a chanté sa langue maternelle dans les plus grandes scènes du monde. Donc Idir a contribué d'une façon ou d'une autre à la promotion de la langue amazigh, est devenu un ambassadeur de sa culture, de son patrimoine, dépassant ainsi le statut d'un simple chanteur. Il est lui-même, par sa particularité, un patrimoine culturel, un symbole, ou ce qu'on appelle aussi smazerth ezemoul, de la culture berbère à préserver. Pour finir, la chanson peut être considérée comme un code social qu'on peut transmettre de génération en génération. Merci de votre attention. Donc, nous vous remercions pour cette communication très intéressante, comme les deux premières communications. Bien sûr, ici, on est dans les traces de l'oralité dans la chanson d'Idir. L'oralité que je qualifie, que je dirais identitaire, transmissive, culturelle, expressive de la société kabyle particulièrement. Donc, sans tarder, je passe la parole au public pour intervenir sur, en termes de questions, peut-être des commentaires par rapport aux trois questions, ou plutôt aux trois communications qui sont données. Donc, allez-y, monsieur. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde parce que vraiment, j'ai vécu mon enfance à travers ces interventions. Et j'ai deux choses à ajouter. Je ne critique jamais, toujours le plus. Donc, j'étais impressionné par le texte de Hizia. D'ailleurs, je tiens à lui compléter une information au sujet de Hizia. Il y a un autre livre, un autre roman qui a été écrit par Amin Zawi. D'ailleurs, Amin Zawi, c'est un ami d'enfance et il m'avait demandé de lui transmettre le texte de Hizia. Et sur la base de ce texte, il a fait son roman.
Et je souhaiterais qu'il y ait une comparaison à travers cette fois le texte de Ben Guinoun et de Maïssa et de Amin Zawi, c'est pour donner un peu la vision intellectuelle chez les Algériens par rapport à Hizia, qui est devenu un mythe maintenant, qui est devenu un mythe. Et je remercie également les deux intervenants en matière de Idir. Moi, je ne connais pas le berbère, je ne connais pas le kabyle, mais depuis 1974, je l'ai écouté. Surtout, j'écoutais Sendo et Havava Inouba. Donc, je ne connais pas la langue, mais moi, ce que je souhaiterais en tant que socio-anthropologue, l'étude de ces textes. Ce serait très intéressant pour... Et je voulais ajouter en dernier lieu, Stade Idir, il est en train de participer à la sauvegarde de son patrimoine culturel. Ce n'est pas son patrimoine, c'est le patrimoine culturel, au niveau général, parce que lui, ce n'est pas son texte. C'est une histoire qui a été mise en valeur par un texte et qu'il avait chanté. Et la chose qui est très importante, surtout chez Idir, c'est la musique. Très important. Et merci pour si vous me permettez, chers intervenants, donc de préférence pas plus de 10 minutes pour donner la possibilité, la chance aux autres d'intervenir. Merci. S'il vous plaît, pas plus de 2 minutes. Merci. Donc, je voulais poser une question à madame qui a présenté sur Maïssa Bey et Ben Guitoun. Je voulais savoir, est-ce que Hizia serait une réécriture de la part de Maïssa Bey, puisque vous vous êtes inspiré donc d'un texte, j'imagine, de la poésie de Ben Guitoun, et je me demande quel est le point commun entre les deux Hizia, à la fois dans le poème, c'est-à-dire comment on peut retrouver ce mythe dans les deux textes. Et en même temps, je voulais aussi poser la question à monsieur par rapport aux deux héroïnes, Lala Fatman Soumar et Kathleen. Est-ce que vous avez commencé votre questionnement à partir de l'histoire, c'est-à-dire de la ressemblance dans l'histoire de ces deux personnages en tant que femmes guerrières, ou est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a peut-être un point commun entre les deux? Est-ce que c'est parce que l'Irlande et un peu la Kabylie se ressemblent dans la résistance? On sait que les Irlandais ont fait de grandes guerres contre les Anglais. Et est-ce que cette femme, Kathleen, en quoi, c'est-à-dire la ressemblance, elle est à quel niveau entre ces deux femmes? Et une dernière, donc par rapport au travail qui a été fait autour de la chanson de Didir, enfin, ça serait plutôt une petite critique par rapport à ce que vous avez fait. On a compris que Idir est dans la transmission de la culture à travers ses chansons. Nous aurions aimé que, enfin moi, c'est ma critique en tant qu'enseignante, justement sur l'enquête que vous avez menée. On aurait aimé qu'il y ait un développement un peu plus important particulièrement de la réception, parce que c'est ça qui est important. Comment les gens réceptionnent les chansons de Didir, aussi bien chez les universitaires que chez le commun, c'est-à-dire le public, voilà, les auditeurs, ceux qui écoutent les chansons, c'est-à-dire comment cette réception a-t-elle été menée? Voilà. Donc, s'il vous plaît, donc, on va essayer de consacrer donc, un temps pour les questions. Puis par la suite, on passe la parole aux intervenants, plutôt aux communicants. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais m'adresser à mes deux collègues, Mesdames Bokerchi et Ould Ben Ali. Bien sûr, j'adore Idir, peut-être comme tout Algérien ou Kabyle qui se respecte. Un grand artiste
Mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse un peu sur certains. Vraiment, c'est une question. Je ne sais pas si elle est scientifique, mais c'est vraiment personnel. C'est peut-être l'artiste kabyle que j'écoute le plus par rapport aux autres. La façon dont il a chanté La Femme. Vous êtes passé dessus et c'est une occasion. Je vais vous faire revenir dessus puisque vous étiez prise par le temps et ça se comprend. Sa façon de chanter La Femme, oui. D'après tout ce que j'ai écouté, donc il a chanté les mères, les grands-mères, sa fille, et donc il a chanté en fait toutes sortes d'amour, l'amour maternel, etc. Enfin l'amour pour la mère. Est-ce qu'il a chanté l'amour amoureux? Je ne sais pas. Je ne prétends pas avoir tout écouté. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Mais des fois, je me suis dit, mais c'est à croire que Idir n'a jamais été amoureux de sa vie. Je veux dire, tous les grands chanteurs kabyles ont été audacieux, ils sont allés très loin dans leur chant de la femme, de l'amour amoureux pour la femme. Je vais citer Matoub, Ait Menguillet, comment il s'appelle, Farid Ferraghi. Ça frôle l'érotisme, hein, franchement. Et c'est très bien, parce que ça fait partie de la vie. Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est par rapport, je ne sais pas si vous avez abordé ça justement, donc est-ce que c'est par rapport à une pudeur ou à une réserve toute personnelle à y dire ce qui serait aussi de son droit, ou alors aussi il se maintient peut-être dans cette pudeur et réserve kabyle de manière générale, mais chose que les autres chanteurs n'ont pas faite. Hein. Voilà. Et aussi juste un petit truc, quand il a encouragé sa fille à s'émanciper, à se libérer, à sortir, etc., je me rappelle très bien de ce très beau texte qu'il a lu. Est-ce qu'il l'a écrit en français parce que la langue française encourage ça, ou alors il a écrit en kabyle et il l'a traduit en français? Merci. Donc la dernière question, s'il vous plaît, pour céder la parole aux communicants. Bonjour tout le monde. Ah, d'accord. Donc, bonjour tout le monde. Vous avez 1 minute pour la présentation. D'accord, merci. Bon, je n'ai pas assisté tout à fait au début, mais la dernière intervention sur Idir, donc sur la chanson. Donc vous êtes un peu intéressé au lexique, etc., des aspects rudimentaires, je dirais marginaux du texte. Vous vous êtes intéressé au texte, mais l'aspect mélodique, la progression, etc., il a été... rien n'a été dit, ça. Parce que la chanson, c'est aussi l'objet. Ça aurait été mieux si c'était un travail d'ethnomusicologie. Vous aurez dû consulter, par exemple, les travaux de Mahfoufi, de bien d'autres. Alors, donc c'est très important. Donc, même sur le texte, vous aurez dû choisir, par exemple, de travailler un peu plus sur le discours, etc. Donc, c'est beaucoup plus important parce qu'il a une extension beaucoup plus large que la définition traditionnelle, les clichés linguistiques, etc. On base sur la question de transmission. Et dire ce n'est qu'un relais parmi d'autres de transmission de la tradition culturelle qu'il a muselé lui-même. Donc, la transmission se fait par voie d'inspiration. C'est comme l'ilm laduni Sidna al-Khidr qui a été cité dans Surat al-Kahf, dans le texte coranique. On est inspiré, c'est un temps qui est donné, mais c'est aussi c'est de l'initiation. À l'exemple de Tawsa Abrouche, qui ne s'est pas contenté c'est-à-dire de ce qui a été transmis par ses parents, mais il s'est fait initier. Il s'est initié par cette Wartiran, parce que le chant, c'est aussi le... Je vous remercie pour lui donner un cachet. La mise au point, donc procéder la parole. Donc la transmission se fait aussi, c'est très important, se fait aussi, c'est pas seulement de chanter, etc., mais on vous donne les codes, les subtilités de cette initiation. C'est comme le mithaq. D'ailleurs, si vous me permettez, nous avons une dernière question. Parce que nous avons une session après. D'accord. Merci. Donc, dernière question. D'accord. Sur le plan scriptural, sur le plan de l'écriture, où se manifeste, on aimerait bien voir cette transgression. Prenez le micro, s'il vous plaît.
Donc voilà, c'est pour l'intervenant de Biskra. J'aimerais bien que vous nous donniez au moins un exemple sur le plan scriptural où ça se manifeste justement cette transgression de Messabé. Très bien. Merci. Donc, on cède la parole aux intervenants. On commence par le professeur Lasseb Raffer. Si vous avez des éclaircissements concernant les questions qui ont été posées, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Bennassar. Maintenant, par rapport à la justification. Alors, le premier papier que nous avons envoyé, docteur Kasdi et moi, au comité scientifique, il faisait mention aussi de comparer à travers ces textes de ces héroïnes, les institutions qui sont l'amphithéâtre, qui est très important pour une société, pour s'émanciper, c'est d'avoir un théâtre, et aussi de le comparer avec le rôle de la chaîne 2 pendant les années de plomb. C'est utiliser une langue qui n'est pas comprise par tout le reste de la nation comme forme de résistance. Et c'était la pratique du théâtre radiophonique. Et malheureusement, il n'y a que les enregistrements audio qui survivent. Mais voilà, la transcription n'est pas disponible. Donc, si vous cherchez l'idée de départ, c'est ça. Parce que j'enseigne le module de littérature irlandaise, donc le contexte historique de l'Irlande du début du XXe siècle, donc sous l'hégémonie britannique, mais aussi il y a une forme d'aristocratie anglo-irish, même après l'indépendance, qui détiennent la langue standard et l'anglais. Et c'est la même chose aussi pour le berbère en général, et même pour l'arabe dialectal. C'est une langue marginalisée. Donc ça, maintenant, c'est le départ. Maintenant, les parallèles entre les Smiths. Donc, quand vous écoutez le poème, c'est d'abord... c'est rare sont toutes des sociétés patriarcales. Mais dans l'oralité, il y a une forme même de transgression. C'est comment c'est transmis la légende orale de Lalla Mansour et de Kathleen. C'est les femmes qui sont au devant non seulement de la sphère publique, mais même dans le domaine militaire. Donc, ce qui les ressemble, c'est surtout ça, deux femmes qui... On doit céder la parole, s'il vous plaît. Qui mobilisent. Donc, j'espère que ça a été bien expliqué. Mais je dois aussi ajouter, si vous permettez, très brièvement, par rapport à Idir et dans sa relation avec l'oralité. Donc, sa relation avec l'oralité, parce que la plupart des textes d'Idir ne lui appartiennent pas. Les textes, ils appartiennent principalement à Ibn Mohammed. Et ceux qui touchent à l'oralité, ils lui ont été contés par sa grand-mère. Et sa grand-mère, qui arrive qu'elle soit de mon village. C'est une Ouchérif. Et maintenant, vous cherchez la pudeur. De son vrai nom, c'est Chériet Hamid, de nature très timide. Et la condition, c'est qu'il ne touche pas. Parce qu'au début, il a été difficilement reconnu. Ahmed Chériet, par sa propre mère, il lui dit que quelqu'un est passé par la radio, il lui ressemble beaucoup. Et il a changé de nom pour passer dans l'anonymat. Et la condition qui a été donnée maintenant pour la famille, pour la tribu, c'est de ne pas toucher à l'interdit, mais sinon pour le reste, il a enfanté, je pense qu'il n'a pas d'autre... Nous vous remercions pour ces éclaircissements. Donc nous passons la parole à Dr Khotfi. Je vous remercie pour l'attention que vous avez manifestée à l'égard de ma communication. Avant de passer aux réponses, donc juste une petite correction par rapport à l'intervention de monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous avez parlé du roman de Amizaoui, donc c'était plutôt un roman écrit par Wassili Laraj.
intitulé Al-Ghazal al-Dabiha. Donc c'est plutôt c'est une quête qu'il a menée lui-même. Il s'est déplacé jusqu'à la ville de Biskra. Il a côtoyé les villageois. Il a posé des questions pour vérifier la véracité. C'est aussi Nilaj. C'est pas un Mizawi. Non, c'est pas un Mizawi. Donc, pour avoir finalement la conviction qu'il n'y a pas de Saïd, dans l'histoire, il n'y a que Ben Gayton qui était lui-même l'amoureux de Hizia. Voilà, c'est par rapport à la véracité des faits du mythe de Hizia. Donc, par rapport à la question posée sur la réécriture, est-ce que Hizia de Meissabey est une réécriture de mythe Hizia de Ben Gayton? Non, Hizia n'est pas dans la posture de réécriture, mais plutôt, c'est vrai qu'on remarque toujours la présence du poème de Ben Gayton à travers tout le récit, mais ce n'est pas une réécriture, donc elle fait de ce mythe, elle fait de ce poème un socle mythique pour dévoiler la condition féminine en Algérie. Donc c'est plutôt la transgression de Hizia de Ben Gayton, son parcours vers son épanouissement afin d'atteindre son objectif, afin d'épouser son cousin Saïd. Mais Hizia ici, si elle évoque le poème de Ben Gayton, c'est une forme de réhabilitation de ce patrimoine oral et ça dévoile clairement son ancrage dans sa culture et sa langue maternelle afin de dévoiler, c'est-à-dire de mettre au jour autres problématiques qui sont de l'ordre de sexe, de l'amour, de l'émancipation féminine. Par rapport à la transgression, par rapport à la dernière question posée sur la transgression féminine, ce qui est remarquable également dans le roman de Hizia, c'est bien cette alternance entre deux voix, entre deux graphies. Dans le premier texte, il y a une héroïne qui raconte son quotidien banal, imprégné c'est-à-dire de monotonie. Dans le deuxième texte, il y a toujours une voix intérieure qui hante l'héroïne et qui, là où l'héroïne, c'est-à-dire éprouve ce besoin de transgresser les interdits sociaux, mais finalement elle n'arrive pas parce que face au paradoxe, c'est-à-dire à une société aliénante, elle finit son histoire dans le silence, dans les désenchantements et surtout dans son effacement. Merci. Donc voilà, donc nous cédons la parole au professeur Boukachi et professeur docteur Boukachi, docteur Ben Ali. Merci pour l'attention que vous avez portée à notre communication. Pourquoi pas. Alors, concernant pour la première question de Madame Mourtari, donc nous avons publié un article intitulé « La chanson d'Idir entre préservation et diffusion de la culture amazigh », où s'est effectué un colloque à ce sujet-là. Donc là, on a développé le questionnaire comme il faut. Il y a une partie que j'ai zappée tout à l'heure, la place de la chanson d'Idir, diffusion et reprise. On a zappé beaucoup d'éléments par faute de temps. Voilà. Donc le questionnaire, on a développé un questionnaire, le questionnaire comme il faut dans l'article. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour Sabrina, donc le thème de la femme, on a dû aussi le mettre de côté. On a traité que 3 thèmes, faute de temps aussi. Idir a chanté la femme, il a chanté la mère, il a chanté la sœur, la fille, mais l'épouse et la femme, amour de femme, là on n'en retrouve pas beaucoup, on n'a pas ça se voit pas vraiment dans ces chansons. Ça donnerait à réfléchir. Quand on a traité le sujet de l'amour chez Idir, vraiment il est tellement discret, on voit pas vraiment, on retrouve pas des chansons là où il a chanté la femme comme vous le dites. Peut-être on a dû zapper certaines de ces chansons quand même, on n'a pas écouté toutes ces chansons. Donc monsieur a parlé de l'aspect mélodique. Donc là, il faudrait des spécialistes en musicologie, chose qu'on ne peut pas peut-être nous en tant que linguiste et didacticienne développer. Là, on ne pourra pas, c'est un volet qui nous dépasse. Je ne sais pas s'il reste aussi une autre question concernant le discours, c'est ça ? Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, sinon merci de votre attention. Nous vous remercions. Une seconde.
Pour la deuxième session, justement, même si il a fait un peu... je vous coupe la parole, vous m'excusez. Je devrais vous laisser dans votre rôle. Mais juste pour dire que, justement, nous avons un peu amputé sur la deuxième session. C'est pour cela que je tiens à m'excuser auprès de M. Bala Sadaq. Monsieur Bala, vous allez nous comprendre parce qu'il a fait un peu, le modérateur a fait un peu trop, très rapidement les choses, dans l'optique d'aller vers la deuxième session. Voilà, justement, même la pause café, je pense qu'on est obligé de la sauter pour passer à cette deuxième session. Mais j'ai quelque chose sur le cœur que je dois, même pas seulement sur le cœur. J'espère ne pas susciter juste une dernière question. Ça, c'est une question, mais c'est une remarque. C'est la communication de M. Lasseb qui me l'a rappelé. Vous avez insisté sur le rôle de la femme en tant que gardienne de la tradition, gardienne de la langue. Vous avez parlé de cela, sans peut-être insister. Mais je vous pose la question, et je pose la question à toute l'assistance. J'espère ne pas susciter l'énervement des femmes. Est-ce que c'est vrai qu'elle est toujours dans ce rôle? Quand on constate que c'est les femmes, par exemple, qui aiment, qui préfèrent dire à leurs enfants, ou bien qui obligent leurs enfants à parler français et non pas langue maternelle, leur langue maternelle, on l'a remarqué, je l'ai remarqué du moins à titre personnel et subjectif, je l'ai remarqué un peu partout, dans toutes mes connaissances, c'est surtout des femmes qui insistent à ce que leurs petits-enfants dans les crèches apprennent le français quelque part avant même la langue maternelle. Le kabyle. Donc ces rôles, pour des changements sociaux, ces rôles ont un peu changé. La femme n'est plus, comme on dit, parce qu'auparavant c'était elle qui restait dans un espace intérieur, la maison et ainsi de suite. C'était l'homme qui sortait. Voilà, 3 points de suspension, tout cet aspect. Vous le connaissez. Et je vous remercie. Je recède la parole à monsieur le modérateur pour passer à la deuxième session. Nous invitons donc le président de la deuxième session et l'ensemble des intervenants pour lancer la deuxième session. Merci. Donc, merci à vous tous.